Bonjour Julien, Bonjour. est-ce que tu peux, donc tu es sur notre podcast qui s'appelle La Fabrique du Présent. Donc la D'accord. Fabrique du Présent, c'est un peu notre philosophie. On se dit, ce n'est pas le présent qui fait le futur, mais le futur qui fait le présent. Ok. Donc c'est quel futur on imagine. Et du coup, une fois qu'on est clair au niveau du futur, ben, on sait ce qu'il faut qu'on choisisse demain. Ok. Donc c'est un petit peu Très bien. l'idée du podcast. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, ce que tu bien fais, sûr. qui tu es, quel est ton métier, est-ce que voilà. Donc, je m'appelle Julien, je connais Grégory depuis, je sais pas, 10 ans maintenant, Ouais. bientôt. Je suis président et cofondateur d'Équateur. On est un fournisseur d'énergie renouvelable. Et depuis 2016 qu'on est sur le marché français, on veut vendre des panneaux solaires. Et de là, les contacts qu'on a eus tous les deux historiques sur ce marché. Et aujourd'hui, Équateur, c'est une boîte qui alimente en énergie renouvelable, que ce soit biométhane ou électricité, 250 000 compteurs en France. Super. Et donc, on a fait une belle croissance pour une boîte qui est partie dans une chambre de bonne juste à côté d'ici. Il y a donc maintenant 10 ans bientôt. Ouais. D'accord. Et tu viens d'être nommé à l'Anode, Oui, je président de viens l'Anode. d'être élu président Super. de l'Anode. Donc l'Anode, c'est l'association qui gère tous les détaillants en énergie, c'est-à-dire tous les petits fournisseurs. On essaie de faire au maximum pour que la loi nous protège et ne nous laisse pas nous faire écraser par les anciens monopoles. Ok. C'est quoi tes prochains combats à l'Anode? C'est quoi les gros sujets que tu voudrais défendre et que tu dis, tiens, c'est important que ce sujet-là passe? Il y a deux gros sujets cette année. Il y a un sujet sur les tarifs réglementés de vente d'électricité qui sont présentés par tout le monde, en particulier par les politiques, comme la protection ultime, alors qu'ils étaient 25% plus chers en 2024 que les prix de marché classiques, qu'ils permettent toutes les magouilles. Quand on voit qu'il y a une taxe qui a dépendu du prix de marché parce qu'il fallait attendre le prix du TRV, quand on voit que les prix de réseau devraient augmenter au 1er août, mais finalement, pour que ça n'ait pas l'air trop fort, on les fait augmenter au 1er février, mais on ne l'a pas fait en novembre. Donc c'est de l'administratif pour finalement favoriser des décisions politiques et que les politiques puissent continuer à faire croire que c'est eux qui décident du prix de l'énergie. C'est pas eux. Ce qui décide du prix de l'énergie, c'est le volume d'énergie produite et le volume d'énergie achetée. Et ça s'arrête là. On ne peut pas l'inventer. Très bien. Deuxième combat, j'en profite, excuse-moi. Deuxième combat sur le biométhane. C'est moins ton actualité historique, mais de la même manière, il faut financer la filière renouvelable pour le biométhane. C'est une énergie qu'on trouve très bonne, qui est moins chère au mégawattheure que l'énergie produite du futur EPR et qui est stockable. Donc ça vaut la peine. Et en France, on a un des plus gros gisements d'Europe puisqu'on a une grosse agriculture. Et là, il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en place pour financer la filière. Et on ne trouve pas qu'il soit très bon. On a peur qu'il profite beaucoup à Total et à Engie. Et donc, on va faire très attention à ça aussi. D'accord. Merci. Alors, pour ta première partie sur l'électricité, que je voulais effectivement voir, en fait, c'est un système qui est moitié un marché libre, moitié un marché régulé, l'énergie. C'est un truc, c'est quelque chose d'assez, c'est un objet un peu hybride, quoi. Tu penses à quoi en particulier? Au marché de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des réglementations nationales qui contraignent le marché, et de l'autre côté, il y a des acteurs qui vendent sur un marché spot, qui vendent l'énergie. Donc, c'est le mélange d'un marché régulé et d'un marché libre, en fait, l'énergie. Oui, alors plus à partir de 2026. Alors voilà, beaucoup moins. Du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2026 par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une partie de l'énergie produite par EDF qui est considérée par l'État comme étant une rente, et que cette rente, elle ne doit pas bénéficier à l'entreprise, mais à tous les Français. Et donc, ils ont mis en place ce système qui est décrié par EDF, évidemment, parce qu'ils ne sont pas contents de vendre leur énergie pas chère, qui s'appelle l'Arenh, qui fait que tous les Français, qu'ils soient chez EDF ou qu'ils soient chez les fournisseurs alternatifs, bénéficient d'une énergie à prix coûtant. Ce système disparaît en 2026. Par quoi il va être remplacé? Ça, c'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire que rien n'est encore signé, mais ce qu'on comprend de tout ce qui a été dit par les 3 gouvernements successifs, en tous les cas les 2 derniers, parce qu'on n'a pas encore l'opinion du tout nouveau, c'est qu'ils ne vont rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de système de redistribution de la rente nucléaire aux Français. EDF va vendre son énergie au prix qu'il le souhaite en fonction du marché. L'offre et la demande, quoi. Il va aller voir que les gros électro-intensifs, il va proposer un prix. Exactement. L'offre du marché, quoi. C'est des PPA, quoi, des PPA de grande taille. Alors, il propose des PPA avec une spécificité, c'est qu'il est quand même producteur majeur en France, puisqu'il produit encore 75% de la production. Donc, il a perdu 25% de part de marché, puisqu'il a très peu déployé de nouveaux moyens de production depuis 2007. Mais ça reste l'acteur dominant. Et à partir de là, le gros problème, c'est quand tu discutes avec un monopole et que toi, tu veux acheter moins cher, mais que tu n'as
personne d'autre pour lui faire concurrence, les discussions sont compliquées et tu fais intervenir l'État et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tous les consommateurs, que ce soit les gros consommateurs industriels ou les fournisseurs, vont voir EDF qui dit non mais moi je ne vends pas moins cher et nous on dit mais ça on ne va pas acheter, c'est trop cher. Et lui il dit oui mais ça m'est égal parce que moi c'est le prix auquel je veux vendre. Et donc on va voir l'État, on dit mais attendez, expliquez-leur à eux parce que c'est quand même votre société. Et ils disent non mais... Et donc là, la situation, on est là. C'est une sorte de triangle entre clients, producteur unique et État, pour essayer de mettre tout le monde d'accord. On comprend l'intérêt du producteur. Moi, si j'étais producteur, tu es producteur, tu voudrais vendre plus cher, c'est normal. On comprend l'intérêt des clients. Nous, on veut acheter moins cher. Et d'habitude, la concurrence permet de faire un équilibre. Là, à partir du moment où on est dans un système qui est encore très monopole, on se retrouve un peu coincé. On demande à l'État de décider, mais l'État, qu'est-ce qu'il en sait et tout devient compliqué. Ça tourne en rond, ok. Une certitude, c'est qu'en 2026, il n'y aura plus de redistribution d'Arenh aujourd'hui, tel que c'est écrit. Donc plus de redistribution de la rente nucléaire. Le calcul montre que, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est environ 15% d'augmentation pour le prix des particuliers à partir du 1er janvier 2026, si le marché ne s'effondre pas d'ici là, ou s'il ne baisse pas les taxes. Dans tous les cas, voilà, si rien ne change, ce serait 15% de plus. Ok, donc effectivement, d'un côté, on a un système qui est régulé, donc avec l'État qui intervient, plus ou moins avec du bonheur et avec des choses très compliquées. À chaque fois, c'est des lois extrêmement compliquées. De l'autre, tu avais une dérégulation complète, par exemple, en Californie. Et là, du coup, quand ils ont laissé un petit peu libre le marché, c'était Enron qui appelait ses concurrents pour fermer leurs usines, pour faire monter les prix, pour créer un peu la pénurie. Donc d'un côté, un marché ultra-libéral, de l'autre, un marché très régulé. Toi, si tu étais ministre, qu'est-ce que tu ferais, en gros, pour produire l'électron le moins cher, pour que le maximum de Français puissent profiter des énergies renouvelables? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde lit dans la presse que les énergies renouvelables coûtent de moins en moins cher, et les gens payent de plus en plus cher. Donc c'est ce qui fait monter la conclusion du RN, qui dit, regardez, c'est à cause des énergies renouvelables que vous payez cher votre facture d'électricité, alors que c'est complètement faux, que les énergies renouvelables font baisser le prix de l'énergie, mais les Français ne s'en rendent pas compte. Alors attention sur ce que tu dis sur la Californie et Enron. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une entente. Et justement, normalement, la concurrence empêche les ententes. Le système qui favorise le plus de réduire sa production pour augmenter les prix, c'est le monopole. C'est le monopole qui peut organiser la rareté. Évidemment, j'imagine qu'EDF ne fait pas ça. Voilà. En tous les cas, il aurait les moyens de le faire. Il pourrait fermer 3-4 centrales nucléaires, faire monter le prix, ils vendent plus cher à ses clients. Enfin, voilà. Il pourrait organiser la pénurie. Et d'ailleurs, quand tu dis que les prix ont augmenté, c'est ça qui s'est passé. Alors, ce n'était pas un choix d'EDF. Mais pourquoi est-ce qu'on paye plus cher l'énergie en France qu'avant, en particulier depuis 2022? Parce que les capacités de production d'EDF se sont effondrées, parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir leur outil de production industrielle. Concrètement, leur centrale qui produisait en moyenne 400 TWh par an, avant le Covid, a vu sa production s'effondrer en 2022 jusqu'à, de mémoire, 250 TWh au lieu de 420. Donc là, vous avez en même temps les centrales gaz en 2022, les prix ont explosé parce que le gaz a explosé, il n'y avait plus de gaz à cause de l'Ukraine. En même temps, c'était la sécheresse, il n'y avait plus d'eau dans les barrages. Quand vous avez les 3 moyens de production principaux, qui sont ni le solaire, ni l'éolien à l'époque, qui sont le nucléaire, l'hydraulique et le gaz, dont il n'y a plus de ressources, vous faites 2 choses. Soit vous organisez le rationnement, ça c'est une économie planifiée, soit vous augmentez les prix. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les prix ont baissé, ils restent élevés, parce que les capacités de production du nucléaire ne sont pas remontées à leur maximum du tout. Et heureusement que les Français se sont adaptés et ont baissé leur consommation, parce que sinon, ils seraient encore plus hauts. Et je reprends ce que tu dis, moi en tant qu'acheteur, je ne suis pas producteur, donc on est agnostique au niveau de la production. On vend du renouvelable, donc on préfère le renouvelable. Mais en tous les cas, on a une vision d'expert. Aujourd'hui, le coût de production le moins cher, c'est le... Pardon, hop, je vais couper ça. Aujourd'hui, le coût de production le moins cher, ce sont les énergies renouvelables, le coût de production marginal, c'est-à-dire qu'on arrive à des prix, et c'est ce qui s'est passé en Espagne pendant 2 mois l'été dernier, on arrive à, au printemps dernier, on arrivait à des prix nuls sur les marchés de minuit à minuit. Ça pose d'autres problèmes, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai payé l'investissement, donc ça c'est je paye un abonnement, et derrière, que je consomme ou que je ne consomme pas, je produis tellement que ça ne coûte rien. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les télécoms. Pour les gens de ma génération, avant on payait le kilobit,
à la minute, à la seconde, avec des forfaits hyper compliqués. Le vendredi à 19h30, la première minute est complète, mais après c'est à la seconde derrière. Hop, finalement, maintenant on paye un forfait, c'est-à-dire qu'on paye l'investissement dans les réseaux, et derrière, la technologie dans les télécoms a fait que le kilobit supplémentaire coûte rien. Eh ben, les renouvelables nous approchent de ça. Il manque encore des briques, bien sûr, aux détracteurs. On parle bien de transition énergétique, donc il n'est pas question du jour au lendemain de tout arrêter, ça ne marcherait pas. Il faut encore que le stockage fonctionne beaucoup mieux, puisque ce qui produit le moins cher aujourd'hui, c'est le solaire, et ça ne produit que quand il y a du soleil, donc oui, ça, on le sait tous. Cela dit, là aussi sur le stockage, on voit que la technologie s'améliore, et ça rassure pour quelqu'un qui n'est pas dans la techno comme moi. Les voitures vont plus loin tous les ans. Alors, est-ce que c'est l'hydrogène, le lithium, le machin, le truc qui va gagner? Je ne peux pas te répondre. Par contre, je trouve que ça va dans le bon sens. Alors que, moi, j'ai une inquiétude par rapport au choix politique français. Le choix politique du nucléaire, qui a de l'intérêt, parce qu'en soi, c'est décarboné, et parce qu'en soi, c'est pilotable. Donc, une énergie qui n'est pas renouvelable, par contre, bon, qui n'est pas une indépendance énergétique parfaite, puisqu'il faut quand même acheter l'uranium, mais c'est mieux que le fossile, il n'y a pas de doute, c'est mieux que le fossile, mais les coûts de production des nouveaux moyens nucléaires mis en place et la capacité à EDF de continuer à maintenir ces moyens historiques, moi ça me pose question. Parce que depuis 2007, ça s'est dégradé et aucune promesse n'a jamais été tenue. Donc c'est inquiétant. Ok, très bien. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent stop aux énergies renouvelables parce que plus on met d'énergie renouvelable, plus l'énergie est chère? Vous leur dites qu'ils se trompent complètement. C'est ça. Ils se sont trompés. Ils se trompent. Ils sont restés sur des valeurs et des points de vue qui datent de 2007 ou d'avant. D'accord. Pourquoi j'ai 2007? C'est le moment où j'ai fait une formation en énergie, où j'ai tout appris. À l'époque, le panneau solaire, 500 € du mégawattheure le coût de production. Donc ils sont restés dans leur logiciel, ils n'ont pas mis à jour depuis 2007. C'est ça. Et à l'époque aussi, le nucléaire, c'était le top. Ouais. C'était l'époque d'Areva, de Anne Lauvergeon, qui était la superstar, et nous sommes les champions du monde. On a lancé l'EPR en 2007, ça devait être fini en 2012. Là, on est en 2025, c'est clair. Ça fait une semaine qu'il produit plus qu'il ne consomme. Donc voilà. Il faudra bientôt changer le couvercle. Et, je crois qu'il y a eu une petite malfaçon. La recette. Très bien. Alors, une question générale, parmi l'actualité, c'est quoi les sujets qui t'intéressent le plus actuellement dans l'actualité? Alors, au quotidien, mon métier fait que tout ce qui se passe dans l'actualité m'intéresse. D'accord. La géopolitique. D'accord. Et donc, Trump, c'est un sujet qui va impacter beaucoup le prix de l'énergie, que ce soit parce qu'il arrête ou qu'il n'arrête pas la guerre en Ukraine, que ce soit parce qu'il augmente ou qu'il diminue ses exportations, que ce soit parce qu'il prend des sanctions avec l'Iran, que ce soit parce qu'il fait une guerre commerciale avec la Chine. C'est hyper important. Donc tu regardes ça pour anticiper toi, tes achats d'énergie, etc. Exactement. Parce que du coup, c'est des signaux qui peuvent t'amener à prendre des bonnes décisions et à bien anticiper l'actualité. Ouais. Et deuxième point, la météo. La météo, en fonction de... oui, parce que s'il fait froid, c'est pas pareil que s'il fait chaud. Nous, les clients ne consomment pas pareil. Et donc, pareil, il va falloir adapter nos achats. Ouais. Donc, c'est les deux éléments d'info. C'est pour ça que je dis tous les matins, en fonction de ce que j'entends à la radio, ma journée va changer. Okay. Et le troisième élément qu'on regarde beaucoup, c'est la réglementation. On est quand même sur un bien de première nécessité. Donc, c'est normal que le politique s'y intéresse et qu'il le réglemente. La France adore les réglementations et donc on en a des nouvelles tous les jours avec des taxes, des contributions, des certificats à rajouter, à faire payer à nos clients. Et donc là, il faut être très très attentif à l'évolution de cette réglementation. Ok, merci. Bon, tu connais bien le secteur de l'énergie. Est-ce que tu es expert? Je pense que tu as un bon niveau d'expertise dans l'énergie depuis le temps que tu y réfléchis, etc. et que tu mets tout ton cœur. Est-ce qu'il y a un sujet, une expertise que tu ne maîtrises pas aujourd'hui et que tu dis, tiens, j'aimerais bien être expert de ce domaine-là? Dans l'énergie? Dans tout le domaine. En général, tu dis une espèce de frustration, tu dis, ah, tiens, il y a un truc que j'aimerais bien être expert de ça, en dehors de l'énergie, parce que l'énergie, tu es déjà expert quelque part. Alors, dans l'énergie, il y a quand même un sujet, j'aimerais bien m'y connaître beaucoup plus dans le stockage. D'accord. J'y connais rien, et ça me désole parce que c'est la brique qui manque. Sinon, un autre sujet où j'aimerais être hyper expert, mais je sais pas si c'est... J'aimerais être un bon cuisinier. Moi, je cuisine tout le temps à la maison. J'adore ça. Mais j'aimerais passer au niveau au-dessus. Donc, un king de pâtisserie, là. Les gens qui font des gâteaux magnifiques, ça me fait rêver. Voilà. C'est ça que j'aimerais maintenant apprendre à titre perso pour aller plus loin. D'accord, merci. Une question encore globale. Est-ce que tu penses que l'espèce humaine est une espèce qui a réussi? Et pourquoi? Alors, je ne vais pas te répondre à cette question, c'est très très subjectif. Par contre, je vais te donner une réponse autrement, qui est pourquoi je fais ce que je fais
et c'est pour l'espèce humaine. Les gens disent il faut sauver la planète. Moi, je dis non. La planète, elle s'en fiche de nous. La planète survivra à l'humanité. Et dans le terme que je veux dire, la planète, c'est la vie sur la Terre survivra à l'humanité. Il y aura des nouvelles plantes, il y aura des nouveaux animaux, et nous, on aura disparu. Par contre, le changement climatique, oui, ça va nous embêter. Et donc, pourquoi il faut lutter contre le changement climatique? Parce que s'il est brutal, eh ben, ça va créer de tels problèmes, et on commence à les voir dans le monde, que ça va créer des guerres civiles. Quand vous allez créer des famines, quand vous allez créer des zones qui seront complètement inondées, quand vous allez faire des déplacements des populations, et l'espèce humaine en déplacement de population, c'est toujours la guerre, et la guerre la pire, la guerre civile. Et donc, en fait, nous, on travaille pour lutter contre le réchauffement climatique, pour éviter la guerre civile, pour que l'espèce humaine, je ne sais pas si ce qu'elle a fait jusqu'à présent c'est bien, mais je voudrais qu'elle ne se déchire pas et que mes enfants ne se retrouvent pas dans Mad Max 2, où on retourne à un niveau de barbarie bien plus élevé que ce qu'on peut imaginer du néolithique, bien plus élevé, parce qu'il y aura des moyens de destruction beaucoup plus forts, et avec une frustration énorme, donc, et une incapacité, en tous les cas au départ, à se nourrir tout seul, puisqu'on a perdu cette compétence-là. Donc, moi, je n'oublie pas une chose, je fais ce métier pour éviter la guerre civile. Ça veut dire aussi, et c'est pour ça qu'Équateur existe, qu'il faut convaincre les gens et pas leur imposer. Parce que si je leur impose, c'est en fait la guerre civile. Donc je ne crois pas à l'autocratie écologique. Moi, je pense que pour que ça se fasse soft, et donc qu'on évite la guerre civile, eh ben, il faut que les choses se fassent en donnant envie. Et c'est tout à fait possible de donner envie. Et c'est ce qu'on arrive à faire chez Équateur. On a 254 000 personnes qui ont envie, et donc on va en trouver d'autres. Voilà. Tout ça, ça vient de... Tu sais, on dit la fin justifie les moyens. Et Albert Camus avait rajouté, oui, mais qu'est-ce qui justifie la fin? Et c'est comme ça que je me suis posé la question. Ouais, la fin justifie les moyens. Il faut sauver la planète, donc j'ai le droit à tout faire. Est-ce que j'ai le droit de bloquer les ronds-points, d'aller brûler des trucs et tout? Et c'est là où j'ai réfléchi et dit non, la fin, c'est la guerre civile. Et donc, qu'est-ce qui justifie la fin? C'est d'éviter qu'on se fasse du mal. Mais donc maintenant, mes moyens, ils doivent éviter la guerre civile et pas en la créant. Très bien. Dernière question. Parmi tes convictions que tu as, les choses dont tu es certain que ça fonctionne comme ça, quelles sont les convictions qui sont le moins partagées par ton entourage? C'est-à-dire que des sujets dans lesquels tu es convaincu de ça, et à chaque fois tu es obligé de leur expliquer, d'expliquer encore, et ils ont du mal à comprendre, et toi tu te dis, mais... Alors, que ce soit dans le monde du travail ou perso, donc est-ce qu'il y a un sujet comme ça où... Le sujet classique, hein, tu es dans l'énergie comme moi, donc c'est un sujet qui vient souvent dans les dîners, et la concurrence dans la fourniture de l'énergie, c'est quelque chose que les gens par défaut ne comprennent pas. Ils trouvent que c'est complètement incroyable qu'on ait le droit de vendre des choses qu'on ne produit pas. Et ensuite, il faut leur expliquer. L'agence de voyage qui vend des billets d'avion, il ne fait pas voler les avions, il ne produit pas les avions, hein, il ne les voit même pas les sièges, et c'est le même siège pour tous, et ils vendent des prix différents. Le vendeur de fruits et légumes, il ne produit pas des fruits et légumes, etc., etc. Mais les gens, pour l'énergie, ne voient pas que sur 99% des autres secteurs, le commerce est séparé de la production pour permettre aux clients d'avoir accès à toute une palette de produits et donc faire le choix qui l'intéresse le plus. Et ça, tous les samedis, hein, dès que j'ai des gens à la maison, tous les samedis, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Et je ne parle même pas de tous ceux qui sont sincèrement convaincus que la solution est dans le nucléaire uniquement et qui, pour défendre cette position, quand on leur dit oui mais maintenant les coûts de production sont malheureusement beaucoup trop chers, ils disent oui mais tout ça c'est la faute aux Allemands et aux politiques et à la trahison de Dominique Voynet en 1998. Alors la trahison de Dominique Voynet en 1998, Grégory, ça n'a pas d'impact sur les corrosions sous contrainte de 2022. Aucun, ni sur le problème de la maintenance des centrales depuis 2020. Ça c'est un problème d'organisation industrielle. Donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà, et mais tu dois avoir la même discussion que moi. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Julien pour ton temps. Je t'en prie. Et puis à très bientôt sur les réseaux. À très bientôt.